Ça fluctue, mais on est entre 700 et 800 milliards de dollars par an envoyés par des travailleurs migrants à leurs familles restées au pays. Donc c'est 3-4 fois l'aide humanitaire mondiale. Et là, alors, ils sont obligés de passer par des intermédiaires spécialisés, type MoneyGram, Western Union, etc. Dans un pays comme la France, ça va être entre 5 et 7%. Ce qui est déjà Alors, énorme, je trouve. c'est colossal. Dans d'autres pays, ce sera beaucoup plus. Et puis ça dépend. Alors, on est plutôt bien lotis parce que ça part de France, mais il suffit d'envoyer de l'argent à partir d'un pays qui est moins bien loti, et là, les commissions vont être plus élevées. Plus le pays en face est pauvre, plus les commissions vont être élevées aussi. Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Cette semaine, on va parler du milieu caritatif et on va voir comment les dons peuvent être solutionnés grâce à la crypto et à la blockchain. Et pour ça, j'accueille Jacques-André. Salut Jacques-André. Salut Gary, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi. Donc toi, tu es dans l'association Blockchain for Good. C'est ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer en 2 secondes ce que c'est? Et l'idée après, c'est de revenir sur pas mal de cas où à chaque fois la crypto peut vraiment apparaître comme une solution dans le milieu caritatif pour apporter plus de transparence, faciliter aussi parfois l'acheminement de ressources. Voilà, on va avoir pas mal de sujets ensemble. Exactement. Alors en un mot, Blockchain for Good, c'est une association à but non lucratif. On a un collectif de chercheurs, d'entrepreneurs, et on travaille autour de, grosso modo, 3 moyens d'action. On tient un annuaire en ligne de projets à impact construits sur des blockchains publiques, dont les données sont ouvertes. On écrit des rapports d'acculturation. Alors j'ai celui de l'édition de 2022. On est en train de même mettre à jour en ce moment. Avec cette idée d'écrire en français, sans bullshit words, avec une approche par métier, et notamment donc, un chapitre sur aide, charité et philanthropie, qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Et puis on organise des événements autour de ces sujets en essayant de faire se rencontrer chercheurs, entrepreneurs, institutionnels, curieux, dans une démarche un peu ouverte. Ok. Voilà. Donc vous êtes une asso qui existe depuis 6 ans. Et alors, c'est marrant, on en parlait en off juste avant. Il y a eu Bybit qui a créé une pseudo-asso Blockchain for Good il y a 6 mois. C'est ça. Et en essayant de se faire passer pour vous. Et on verra dessus en fin d'épisode, voir où ça en est, la relation que vous avez avec eux. On parlera de ça tout à l'heure. Yes, voilà, petit teasing. Et alors, commençons par les ONG. Je trouve ça intéressant déjà, est-ce que tu peux expliquer quelles sont les problématiques aujourd'hui des ONG et concrètement, comment la blockchain, tu vois, peut aider pour résoudre ce problème-là, tout simplement? Ouais, alors peut-être pour resituer un tout petit peu le contexte, l'aide humanitaire mondiale, c'est à peu près 200 milliards de dollars, un peu plus de 200 milliards de dollars par an, avec des problématiques inhérentes à ce type d'activité. Il y en a certains qui parlent de charity business, notamment aux États-Unis, liées à la transparence des fonds, à l'utilisation des donations par soit des particuliers, soit par des entreprises. Ensuite, la manière dont ces fonds sont concrètement utilisés par des donateurs, que ce soit un État ou que ce soit des particuliers sur le terrain. La manière aussi de collecter ces dons, ces donations. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui sont adressées notamment par des projets blockchain. Nous, ce qui nous a interpellés quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet, c'est qu'on s'est aperçu que dès 2013, il y a des organisations internationales et des ONG qui se sont emparées du sujet crypto et blockchain en se disant ça nous intéresse parce que on peut tracer de l'argent, notamment, ça c'était c'est une idée assez forte, un besoin réel de la part de ces ONG. Et chacun y est allé d'ailleurs un peu de ses initiatives, notamment des agences des Nations Unies. Il y a l'UNICEF qui avait, je crois que c'était en 2014, donc très tôt, qui s'était emparé de Bitcoin pour dire qu'ils allaient créer une identité numérique pour ceux qui n'en avaient pas avec Bitcoin. Alors, évidemment, ça n'a pas trop fonctionné, en tout cas, mais l'initiative venait d'eux. Ce n'était pas une start-up ou un prestataire qui sont allés les voir avec un soft sous le bras. L'UNICEF aussi, dès 2016, je crois, a créé un fonds crypto pour financer des start-up qui adressaient spécifiquement des problématiques liées à cette activité, à cet environnement d'organisation de gouvernement. Ok. C'est vrai que moi, ça me faisait penser,
à ce sujet, hein, qui est un peu le sujet de l'identité. C'est-à-dire que quand des fonds sont levés, après, il faut pouvoir effectivement les redistribuer et des personnes potentiellement ne peuvent pas être éligibles à ces dons parce qu'en fait, il y a un problème d'identité et que le fait d'avoir des identités décentralisées, ça pourrait solutionner par exemple ce souci. Oui, effectivement, là, pour le coup, je crois que c'était une expérimentation qui s'est passée au Kenya par la Croix-Rouge, qui avait reçu des fonds à distribuer auprès d'une certaine population. Et leur problématique, c'était que 25% des potentiels bénéficiaires ne pouvaient pas accéder à cette aide parce qu'ils n'avaient littéralement pas d'identité. Mmh. Et alors, c'est une boîte qui n'existe plus maintenant, mais une start-up française avait déployé une solution d'identité décentralisée pour que les bénéficiaires puissent récupérer ces fonds. En fait, ça passait par M-Pesa, qui est l'argent mobile utilisé beaucoup en Afrique. Mais pour avoir un compte M-Pesa, il faut avoir une pièce d'identité. Et c'est pour ça qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient exclues du système. Et avec cette solution d'identité décentralisée, en tout cas, ça s'est bien passé. Ok. Ouais, donc c'est un vrai problème que parfois, voilà, il y a des dons qui sont récoltés, mais compliqués à redistribuer parce que manque d'identité, et donc l'identité décentralisée permettrait de solutionner potentiellement ce souci-là. Voilà, parce qu'en fait, peut-être qu'on ne le sait pas aussi, mais les ONG sont contraintes de faire des KYC assez poussés auprès de leurs bénéficiaires, même si c'est des gens qui n'ont pas de compte bancaire, pas d'identité et qui sont dans le besoin, pour justement apporter une traçabilité par rapport aux aides qu'ils fournissent, parce que ça peut être de l'argent fiat, ou ça peut être des vouchers, des bons d'assistance à dépenser après dans des commerces particuliers. Mais ils ont un devoir de transparence auprès de leurs propres donateurs et bailleurs de fonds. Et donc notamment, ces systèmes d'identité décentralisés peuvent apporter des solutions qui, parce qu'elles sont respectueuses en plus de la vie privée de ceux qui sont outillés, permet ensuite d'être réutilisées par d'autres ONG dans le cadre d'autres programmes. Alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est une gabegie, à chaque fois qu'il peut y avoir dans un même pays, s'il y a 5 ONG avec 5 programmes différents, un bénéficiaire devra à chaque fois faire un KYC. Ok. Et après, il y a aussi l'histoire de comment tu récoltes des dons. Donc aujourd'hui, les dons se font avec des monnaies fiat classiques, mais aussi maintenant en crypto, donc genre en Bitcoin, en Ether, tu peux faire un don. Et j'imagine que voilà, ça forcément, plus tu intègres des moyens de paiement et plus tu peux t'optimiser tes chances de récolter différents dons. Absolument, ouais, ça. Et pareil, là, c'est à peu près 2013-2014 que des grandes ONG ont commencé à accepter des dons. Je me souviens de The Water Project, qui est une ONG américaine, donc, dont l'objet est de pouvoir apporter de l'eau potable, notamment en Afrique, et qui s'est mise à accepter des dons en Bitcoin en 2014, et avec cette promesse de ne pas y toucher avant 10 ans. Okay. Pour certains donateurs. Je crois que c'était le donateur qui décidait, lorsqu'il faisait une donation en Bitcoin, de dire vous ne le convertissez pas en fiat tout de suite, mais vous attendez 10 ans. Je crois que c'était une bonne opération pour eux. Pas mal, parce que là, 2024, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas encore vendu. C'est 2015, c'est 2025. C'est que ça va encore mieux, fin de bull market l'année prochaine, nickel. Mais voilà, puis après, toute une tripotée d'ONG qui se sont mis à accepter des donations en crypto, des prestataires ou des startups qui viennent outiller ces ONG pour pouvoir réceptionner ces fonds. Ouais, parce que sinon, il y a un risque de fraude en interne potentiellement, voilà. Même si c'est bien sûr pas le but de ces ONG-là, il y a toujours un risque. Exactement. En tout cas, on leur demande de savoir d'où viennent ces donations. Alors peut-être qu'ils sont connectés avec certains services qui permettent notamment de blacklister certains wallets notamment. Et puis ouais, ça fonctionne bien. J'ai en tête une anecdote, quelqu'un qui travaille dans une grande ONG et qui me racontait que quand un donateur donnait par exemple 1 million d'euros ou 1 million de dollars, c'était en dollars, il pouvait y avoir 6 mois entre le moment où il y avait l'accord de principe entre guillemets et la donation effective, et que lui-même hallucinait d'avoir reçu un accord de principe un vendredi et d'avoir reçu sur le wallet de l'ONG le samedi les fonds. Ouais, pour lui, c'est 9 ans, quoi. Okay. Ouais, un jour au lieu de 6 mois. Et toujours sur la thématique des ONG, il y a sur la transparence aussi.
à quel point du coup la crypto pourrait apporter plus de transparence sur de traçabilité, on va dire, sur la dépense des dons. Ouais. Bon, on avait parlé, hein, donc on avait préparé un peu cet épisode et tu parlais de decentralized vouchers. Je trouve ça hyper intéressant de dire, ok, c'est un peu comme finalement des monnaies un peu plus locales, c'est-à-dire voilà, on te donne comme c'est comme un chèque cadeau finalement que tu peux dépenser Ouais. sur certains postes de dépenses. Ouais, les vouchers, plutôt que, enfin, c'est des ONG qui décident plutôt que de donner de l'argent fiat ou de l'équivalent argent fiat sur un système mobile type M-Pesa, donnent des bons d'achat qui vont ensuite permettre qui vont ensuite être utilisés dans un réseau de commerce en particulier pour pouvoir flécher cette assistance, cette aide humanitaire. Alors ça peut être vers l'alimentaire, ça peut être. Alors après, c'est pas le cas de tous, hein. Il y a aussi toujours la possibilité de pouvoir envoyer de l'argent, alors soit de l'argent fiat ou soit des cryptos, parce que maintenant, de plus en plus de gens dans le monde sont équipés d'un smartphone et il suffit d'un smartphone et d'un wallet pour être capable de pouvoir recevoir de l'argent direct. Ok. Et on avait parlé aussi de grassroots economics. Donc en gros, c'est une monnaie locale dans un bidonville au Kenya, ouais. Ouais, notamment, je sais qu'ils ont essaimé dans plusieurs autres villes, mais à l'origine, Grassroots Economics fait des monnaies locales complémentaires sous format papier. Et en 2016 ou 2017, Will Ruddy, qui est l'un des fondateurs, est tombé sur les cryptos et s'est mis dans la tête de tokeniser finalement ces monnaies locales complémentaires. Donc c'est vraiment... alors c'est intéressant parce que c'est vraiment... quelqu'un qui était sur le terrain, qui avait déjà déployé un certain nombre de monnaies locales et qui était au fait de toutes les problématiques. Et grosso modo, quand il n'y a plus de liquidité, parce qu'il n'y a plus de shilling kényan qui tourne dans une communauté, mais qu'il y a toujours quelqu'un qui vend de l'eau, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'apporter ses enfants à l'école et de payer l'école, etc. etc. Quand il n'y a plus d'argent liquide qui permet de faire ces transactions entre des communautés entre elles, ouais. il y avait ce déploiement de monnaies locales complémentaires qui permettaient justement de pouvoir assurer les échanges et qui ont été basculés sur la crypto. Alors je sais qu'il a utilisé plein d'écosystèmes blockchain différents. Pendant un temps, c'était avec Bancor. Et puis là, je crois qu'en ce moment, il est sur Celo. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir assurer une traçabilité donc des donations. Donc il y a des donateurs qui vont abonder des fonds qui vont ensuite être distribués auprès de ces communautés dans le besoin. Et il y a tout un double numérique de l'utilisation et de l'usage de ces monnaies locales complémentaires pour se rendre compte à quel point la monnaie circule, vers quoi, comment, et qui donne aussi à voir un autre visage de cette aide humanitaire dont on a du mal à assurer un suivi. Ce n'est pas nécessairement l'objectif, mais savoir effectivement concrètement comment ça se passe derrière. Ouais. Moi, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que finalement, le fait, ça revient un peu au cas précédent avec les vouchers, le fait finalement de pouvoir tracer, de dire, OK, cet afflux de capitaux va rester en fait au sein de la communauté. Ouais. Et voilà, tu sais que l'argent ne va pas sortir de la communauté et finalement va vraiment rester donc au sein de la population en question pour apporter de la vraie valeur et pas être directement sorti à des fins peut-être très privées par une personne, par exemple. Je ne sais même pas si c'est convertible, si ce type de monnaie, par exemple, complémentaire est convertible en shilling kényan. L'objectif, justement, c'est de pouvoir utiliser une monnaie quand il n'y a plus de shilling kényan. En tout cas, là, pour ces expérimentations au Kenya. Mais je sais qu'ils ont fait d'autres choses dans d'autres pays. Et c'est ça, c'est littéralement ça qui compte. C'est quand le véhicule financier qui permet de faire des transactions dans un groupe donné n'existe plus parce qu'il y a une crise de liquidité, parce que c'est le Covid, parce qu'il n'y a plus du tout d'activité économique. Et ben, on bascule sur ce type de système. Alors, il n'a rien inventé du tout, hein, ça existe depuis longtemps, c'est monnaie locale complémentaire, en Argentine notamment, etc. Et la question que je me posais, du coup, c'est que par exemple, quand la communauté ou la population a besoin, on va dire, d'aide extérieure, je sais pas, par exemple pour de la nourriture ou des besoins très précis, comment finalement le fait de ne pas pouvoir convertir ta monnaie dans la monnaie du pays, comment tu arrives finalement à
C'est une bonne question. Il faudrait replonger dans le projet très concrètement, parce que je ne veux pas non plus dire des bêtises. Ça marche. Mais en tout cas, c'est un projet qui est extrêmement bien documenté. Il y a des chercheurs qui sont passés sur le terrain plusieurs fois pour faire des études assez poussées. Et ils essayent d'être assez transparents sur justement ce qu'ils découvrent, ce qu'ils apprennent avec leur outil. Ils s'en foutent un peu que ça fonctionne avec des blockchains. Ce qui les intéresse, c'est que leur outil serve concrètement à des gens qui sont dans le besoin et que ça marche. Et c'est ça qui compte. Ok. Et après, un autre exemple, c'était le MRV, donc Measure Report Verification. Est-ce que tu as un peu expliqué ce que c'est? On avait pris d'ailleurs l'exemple des crédits carbone. Oui. Alors MRV, c'est effectivement la partie qui permet, ça veut dire donc mesurer, reporter, vérifier. Et on avait parlé de crédit carbone. Ouais, en gros, on développe un projet, mais comment en fait on s'assure derrière que le projet est toujours maintenu en fait? C'est effectivement, alors indépendamment peut-être des crédits carbone, en tout cas, j'avais discuté avec des ONG qui étaient assez bluffés par cette idée de dire, si on alloue par exemple 100 dans un pays pour de la reconstruction de maisons, plutôt que d'envoyer 100 d'un coup, peut-être même dans un compte public et que l'argent disparaît, puis on espère que les maisons vont être construites, il pourrait y avoir, avec ces histoires de crypto, on peut découper ça en 5 tranches, et donc on envoie d'abord 20, et puis après sur place, on s'assure que je sais pas, les fondations ont bien été plantées, ou sont bien sorties de terre, ou que du matériel a bien été acheté. Et puis ensuite, on va pouvoir progressivement, au fur et à mesure du développement du projet, libérer les fonds pour arriver à ces fameux 100 initiaux, mais en s'assurant qu'il y a un suivi sur l'usage de ces fonds. Ça me fait penser aussi à une autre, ça c'est la Banque allemande de développement, la GIZ, qui travaille, je ne sais pas si c'est le cas, ce sera vérifié aujourd'hui, sur un soft open source qui s'appelle, c'est un framework blockchain qui s'appelle True Budget et qui permettrait justement, d'assurer la traçabilité de donations et de fonds qui viennent de l'extérieur pour que dans des pays où parfois c'est un petit peu compliqué d'assurer un suivi dans le temps, notamment des finances publiques, de pouvoir affecter des fonds sur un projet en particulier et de pouvoir en assurer une traçabilité dans le temps sans que ce soit, comme c'est en crypto, sans que ça disparaisse dans les tréfonds de comptes fiat classiques et traditionnels d'agences ou autres. Ouais. Mais c'est intéressant parce que dans l'exemple aussi que tu citais juste avant, c'est vrai que si par exemple, je sais pas, c'est construire un bâtiment ou développer des terrains agricoles, après effectivement tu peux utiliser potentiellement des images satellites pour vérifier le travail, quitte à après mettre la donnée on-chain utiliser un oracle type Chainlink et vraiment faire tout ce process de vérification et de suivi sur le moyen terme grâce à la blockchain aussi. Oui, complètement. Et limite coupler, je sais pas, ces images satellites à de l'IA pour justement vérifier justement la cohérence des images. Exactement. Ouais. Alors il y a ça, il y a toute une partie technique effectivement qui excite beaucoup les ingénieurs, les start-upers, les entrepreneurs et aussi par retour d'expérience de start-up ou de projets, même pas start-up, qui sont sur le terrain. Il y a aussi l'implication de communautés locales à la vérification de données, qui permet quelque part aussi de pouvoir incentiver ces personnes pour les faire participer à cette vérification. Je ne sais pas si vérifier qu'une forêt est toujours en train de pousser ou qu'une mangrove n'a pas été détruite. Et donc il y a un cumul de faisceaux technologiques, mais aussi concrets et matériels sur le terrain de la part de populations locales qui permettent de s'assurer en tout cas qu'un projet est toujours d'actualité, est toujours en train est toujours vivant. Oui, parce qu'effectivement, tu pourrais même utiliser la blockchain, la crypto pour incentiver ces personnes pour faire ce travail peut-être de vérification. Après, à voir justement quel est l'intérêt de passer par la crypto plutôt que de la monnaie fiat traditionnelle pour les incentiver. Mais j'imagine qu'il y a... Voilà, clairement, c'est
Le coût de cette incentive sur la vérification de projet dans des pays en développement est tellement faible qu'en fiat, c'est juste pas possible. Ouais. C'est pas plus loin que ça. Et puis peut-être que ces personnes sont parfois pas bancarisées aussi, donc ça joue. Pas oublier qu'il y a quand même... Je te propose de partir sur 2 exemples Oui. de projets, on va dire, qui utilisent la crypto, la blockchain, on va dire des projets quand même assez dans l'intérêt public. Le premier, c'est Ethic Hub. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, c'est... moi, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de l'aide humanitaire ou de la philanthropie, et c'est d'ailleurs tout à leur honneur. Et c'est une bonne manière de répondre à ces critiques parfois autour de ce charity business. Ok, c'est bien de donner de l'argent, mais bon, après, il faut aussi peut-être qu'en sorte que des personnes qui en sont bénéficiaires puissent mener à bien, enfin être autonomes vis-à-vis de leurs moyens de subsistance et autres, et notamment... juste par rapport à ce que je dis, c'est qu'en gros, peut-être, effectivement, quand tu es une asso, c'est dur peut-être de scaler ton projet, et qu'effectivement, si ta finalité, c'est quand même le profit, mais sans maximiser le chiffre d'affaires, tu as peut-être plus de chances de prendre de l'ampleur et d'avoir un impact plus fort. Ouais. Et puis, c'est pas le même... Là, Ethic Hub notamment, ça permet à quiconque, entreprise, particulier, de participer à des campagnes de financement. C'est du crowdlending, enfin de prêt même, qui vont permettre à des agriculteurs non bancarisés au Mexique notamment de pouvoir bénéficier de ces prêts et de pouvoir acheter des graines, des intrants, mener à bien leur récolte, qui ensuite cette récolte va être vendue aussi sur un marché décentralisé où ils ont la garantie de recevoir 50% des bénéfices de ce qu'ils auront pu faire pousser. Et l'investisseur initial est remboursé de son prêt avec un intérêt. Et c'est un projet maintenant qui a 6 ans ou 7 ans, Ethic Hub. Alors, ce n'est pas des montants prêtés colossaux, mais en revanche, il y a une véritable montée en puissance de ce projet, avec une répartition assez astucieuse, avec des fonds qui sont affectés à des fonds de garantie pour que si jamais un agriculteur ne peut pas mener à bien une récolte et ne peut pas rembourser un prêt, ce soit pris en charge directement par le service. Je sais qu'ils ont deux tokens. Donc Ethic Hub, il y a une partie qui est construite avec un stablecoin sur Celo, et puis il y a aussi un Ethics, je crois, qui doit être un token de gouvernance qui permet de faire d'autres choses après dans leur écosystème. Et ils ont un taux de défaut qui est extrêmement bas en plus. Donc c'est pas magique, ils sont sur le terrain. C'est une boîte espagnole à la base, je crois. Et voilà, typiquement un exemple de projet à impact où on n'envoie pas de l'argent à des gens qui en ont besoin, mais on leur donne les moyens de pouvoir... d'une part, c'est du café, c'est du café. D'ailleurs, eux, je crois que les agriculteurs perçoivent une part significative du chiffre d'affaires généré. Donc on est au moins, je sais pas, peut-être sur 50%. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas juste... enfin, on essaie de leur garantir sur place que leur récolte va être achetée à un prix décent. Parce que c'est... quand on parle de traçabilité de chaîne de valeur, en général, tout est transparent, mais le premier de la chaîne, on l'oublie un peu. C'est le plus important. Et là, en tout cas, avec ce type de projet, ou en tout cas avec Ethic Hub, on a l'assurance que le premier de la chaîne de valeur est inclus dans cette chaîne en lui garantissant effectivement un prix d'achat décent de ses récoltes. Okay. Le deuxième projet, c'est Giveth. C'est en gros pour financer... Alors Giveth, c'est du crowd donation en crypto. En crypto, c'est construit sur Ethereum. En 2022, il y a eu 1500 projets, donc n'importe qui peut aller proposer son projet sur cette plateforme de crowd. Alors, c'est pas funding, c'est crowd donation. Et sur lequel ensuite chaque porteur de projet va pouvoir recevoir des donations de la part de particuliers ou d'entreprises aussi. Alors c'est en crypto, ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils vont passer en fiat, mais je crois que ça fait
Voilà, ça fait longtemps qu'ils le disent. Ok. Et la plateforme se rémunère, ne prend pas de commission sur les projets qui sont financés en donation. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 5500, je regardais là récemment, il y a 5500 projets qui sont en ligne. Il y a de tout. Mais en tout cas, ça donne à voir un visage intéressant à des porteurs de projets qui peuvent, sur ce type de plateforme, présenter très concrètement, c'est un Kiss Kiss Bang Bang décentralisé, hein, grosso modo, montrer le projet qu'ils veulent faire, et puis avec des donateurs qui vont monter. Alors, autour de Giveth, il y a plusieurs... il y a un écosystème qui s'est créé. Alors, ce n'est pas toujours très facile à comprendre, mais il y a des tokens, il y a un token de gouvernance en plus. En fait, ils essaient de faire en sorte de rétribuer les donateurs par un certain nombre d'incentives, et notamment un token de gouvernance pour les faire participer à cette communauté de Giveth.io. Et donc, voilà, entre 2022, il y avait 1500 projets. Là, on est en 2024, il y en a 5500. Bon, c'est plutôt bon signe. Ouais, carrément. Donc en fait, le but des donateurs, c'est vraiment juste de faire un don qui leur parle plus, de choisir les dons, mais ça s'arrête là en fait. Voilà, et puis alors il peut y avoir aussi un suivi dans le temps, parce que chaque porteur de projet doit montrer ce qu'il fait avec ses donations, et il y a en tout cas une relation qui se crée entre le porteur de projet et le donateur, avec encore une fois cette idée de suivi dans le temps. C'est pas on donne à une grande ONG ou une association, et puis on ne sait pas très bien ce qui est fait avec les fonds. C'est une critique assez récurrente de plus de transparence et de traçabilité sur l'utilisation et l'usage des fonds. Il y a plein d'ONG qui font énormément d'efforts pour être transparents vis-à-vis de leur affectation des donations. On essaie de regarder aussi de manière assez fine la part entre la part de ce qui est alloué à l'organisation de l'ONG, aux frais, et à ce qui va concrètement sur le terrain. Les plus cyniques que j'ai pu rencontrer dans le domaine des ONG diront que sur 100 envoyés d'un pays dans le Nord, il y en aura 20 concrètement alors peut-être par des très grosses ONG, il y en a 20 qui arrivent concrètement dans les mains d'un bénéficiaire ou sur le terrain. Alors, c'est fou, ouais. Alors, c'est des gens qui sont un peu cyniques. Ouais, mais c'est peut-être pas si loin que ça de la réalité. Voilà. C'est quoi un peu les raisons? Est-ce qu'il y a trop d'intermédiaires? Probablement. Et puis, alors, trop d'intermédiaires, peut-être aussi une certaine forme de bureaucratie, sans vouloir non plus trop les critiquer, hein, mais c'est quand même des grosses machines. Avec du personnel, du staff, dans des pays chez nous, dans l'hémisphère nord, on va dire, l'équivalent après avec des équipes locales, tout ça, effectivement, il y a quand même des coûts. Après, mais même sur la distribution d'aide humanitaire, par exemple d'argent, là, sur la partie uniquement financière, les ONG qui ont essayé des cryptos sont bluffées par les économies qu'elles peuvent faire juste en frais. Ce qui est énorme. Et puis après, s'assurer effectivement que les fonds sont bien utilisés par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Et je crois que c'est Human Rights Foundation qui tient, alors j'ai plus l'adresse en tête, c'est dommage, mais je vous invite vraiment, peut-être que je le mettrai dans le commentaire de la vidéo, qui explique par A plus B pourquoi Bitcoin et les cryptos c'est absolument génial, et fait une liste à l'après-vert de toutes les expérimentations et de tous les conseils qu'ils peuvent donner à des ONG qui utilisent pour utiliser des cryptos, et c'est extrêmement bien fait. C'est Human Rights Foundation. Et tu parlais de frais, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs qui vont renvoyer des fonds vers des pays en voie de développement. Et c'est vrai que les frais sont quand même très élevés. Je pense à des solutions type Western Union qui coûtent vraiment un bras. On est à, je sais pas, peut-être 10-15%.
Un peu moins maintenant, Ouais. ils essaient de faire attention. Mais ça reste quand même très cher VS Ouais. une transaction de quelques centimes avec des frais, je sais pas, sur un L2 ou peu importe. Ouais. Et c'est vrai que, bah, on en parlait, c'est vrai que ces montants-là sont 3-4 fois supplémentaires à l'aide humanitaire mondiale, hein, l'argent qui est renvoyé d'un pays à un autre. Et c'est vrai que, in fine, bah, faire des progrès sur les frais associés à ces paiements-là aussi, ça peut être. Alors, c'est pas directement du caritatif, Ouais, mais ça mais participe effectivement à ces flux financiers qui viennent littéralement de travailleurs migrants qui travaillent dans des pays et qui envoient chaque mois de l'argent à leur famille. Tu disais très justement, ça fluctue, mais on est entre 700 et 800 milliards de dollars par an envoyés par des travailleurs migrants à leur famille restée au pays. Donc c'est 3-4 fois l'aide humanitaire mondiale. Et, et là, alors, ils sont obligés de passer par des intermédiaires spécialisés, type MoneyGram, Western Union, etc. Dans un pays comme la France, ça va être entre 5 et 7%. ce qui est déjà énorme, je trouve. C'est colossal. Dans d'autres pays, ce sera beaucoup plus. Et puis ça dépend. Alors, on est plutôt bien loti parce que ça part de France, mais il suffit d'envoyer de l'argent à partir d'un pays qui est moins bien loti, et là, les commissions vont être plus élevées. Plus le pays en face est pauvre, plus les commissions vont être élevées aussi, etc., etc. Les banques, c'est pas possible. Je crois que 100 $, ça coûte quasiment 50 $ quand on part des États-Unis et qu'on va dans un pays reculé. Et donc se pose effectivement cette question alors notamment des stablecoins, du développement de l'usage de ces stablecoins pour faire des remittances, des transferts de fonds transfrontaliers, qui permettent effectivement de faire baisser les commissions de manière absolument drastique. Là, on publiait un post sur LinkedIn récemment pour dire que l'association s'intéressait à ces sujets. Sur un L2, c'est 0,0 quelque chose. Ouais. Donc c'est fabuleux, que ce soit 100 $ ou 10 000 $. Alors, en général, ce n'est pas 10 000 $. Mais, ce qui pourrait justement... c'est d'ailleurs un objectif de développement durable, c'est l'objectif 10, c'est une cible C, qui vise à faire baisser la commission de ces intermédiaires financiers à l'horizon 2030, à la faire baisser à 3%. Sachant que c'est relativement bien suivi, ces transferts de fonds transfrontaliers. Il y a la Banque mondiale, il y a, et puis d'autres instances, y compris des organisations internationales, et qui suivent littéralement de très près ce qui se fait en termes de transfert de fonds transfrontaliers. C'est même un ODD. Et donc là, on pourrait pulvériser, on ne pourrait pas faire 3%, mais 0,3%, je trouve. Ouais, En exactement. étant rentable, parce que qu'il y ait une micro-commission pour le service opéré, C'est pourquoi normal. pas, Ouais. au contraire même. Mais pas 6% ou... Ouais. Aujourd'hui, ça devient hallucinant. Ouais, c'est complètement hallucinant et c'est vrai que la boîte qui va permettre permettre à porter cette liquidité dans des pays en voie de développement, même si c'est pas l'humanitaire, parce qu'in fine elle poursuit un but lucratif, in fine ça reste quand même de l'humanitaire un peu indirect parce que ça. Ouais, c'est soit de l'argent qui reste dans la poche de celui qui envoie les fonds, soit plus d'argent qui arrive dans la poche de celui qui les reçoit. Donc ça fait. Et puis alors, si on prend 700 milliards de dollars, ça fait quand même un peu, hein, ça fait 35 milliards de dollars de commissions. Ouais, c'est hallucinant encore. C'est beaucoup. Ouais, complètement. Après, il y a une problématique aussi sur les transferts de fonds frontaliers, c'est la convertibilité de l'argent. Alors, encore une fois, dans un pays bancarisé, faire convertir de la monnaie fiat en stablecoin avec un virement SEPA, je crois que c'est 0 même. Après, la convertibilité, bien évidemment, entre euros, dollars ou ce qu'on veut. Et après, alors sur place, sur place, une fois qu'on a envoyé cet argent dans un pays lointain ou en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Asie du Sud-Est par exemple, se posent plusieurs questions. La première, c'est est-ce que la personne peut utiliser ce stablecoin et le dépenser en tant que stablecoin? Est-ce qu'elle aura besoin de le convertir en monnaie locale? Et si oui, là, il va y avoir d'autres frais. Et c'est d'ailleurs la force et la puissance d'un réseau MoneyGram, Western Union, etc. C'est un petit billet où on peut distribuer de l'argent liquide, que ce soit relativement encadré. Ouais. Mais bon, avec cet argent électronique qui se développe de plus en plus, et cet argent mobile, type M-Pesa et autres,
il y aura de moins en moins d'intérêt à basculer en argent liquide et donc rester sur des commissions aussi faibles. Et peut-être qu'il y aura des commerçants finalement qui accepteront aussi les stablecoins pour justement qu'il y ait moins de friction à rebasculer d'une devise à une autre, quoi. Mais probablement. Il y a... alors, on n'en avait pas parlé, mais j'avais suivi un projet assez fou qui avait notamment été financé qui avait été aidé par le cercle du coin ou du coin et la voie du Bitcoin. C'était pendant une éruption volcanique aux Républiques démocratiques du Congo il y a 3 ans ou 4 ans. Il y avait une torche Lightning Network sur Twitter qui avait tourné. Donc chacun récupérait la torche Lightning, mettait des satoshis dessus et l'avait envoyé à je me souviens que de son prénom, Gloire, sur place, qui était un bitcoiner un peu maximaliste et qui ensuite aidait des personnes dans le besoin suite à cette éruption volcanique, avec de la formation et l'équipement d'un téléphone avec un wallet. On était sur du Lightning et du Satoshi. Et pour convertir des commerçants locaux d'accepter les Satoshi. Il ne s'agissait pas d'aller reconvertir après les Satoshi en monnaie locale au Congo, mais faire en sorte que ça puisse être échangé et que des biens de première nécessité ou des biens tout court puissent être achetés dans le commerce local. Et donc oui, c'est à un moment ou à un autre, de toute façon, va de moins en moins se poser cette problématique de savoir, ce qui est un réflexe de banquier d'ailleurs, de se dire... bon, ok, il y a une crypto quelque part, comment est-ce qu'on va rebasculer en monnaie fiat? Peut-être qu'un jour, il n'y aura pas besoin de rebasculer en monnaie fiat. Exactement. Ouais, super. Je voudrais finir du coup par le petit teasing en début de l'épisode. Donc toi, Blockchain for Good, c'est une asso, tu disais, hein, l'idée c'est d'avoir cette base de données dans laquelle vous allez finalement lister des projets qui ont un impact positif dans le monde et qui utilisent la blockchain. C'est ça. Et donc vous existez depuis 6 ans et récemment il y a Bybit qui vous a entre guillemets approché. Eux ils ont créé un Blockchain for Good BIS. Alliance, voilà. Et concrètement... c'est blockchainforgood.xyz. Ils se sont... alors on s'est un peu rapproché le temps de comprendre qui ils étaient aussi. On s'est croisés cet été à Bruxelles pendant être ici. On a l'impression un peu que, je vais employer un gros mot, hein, mais c'est un peu du parasitisme parce que y a énormément de confusion. Le fait d'avoir choisi un nom similaire, un nom de domaine similaire, juste avec une extension différente, mais c'est quand même le même nom de domaine. Sur Twitter, pareil, je crois qu'on a une lettre d'écart. Donc toutes les semaines, maintenant, on a des confusions. On nous prend pour Bybit, enfin Blockchain for Good Alliance. Donc on ne sait pas très bien encore ce qu'on va faire, parce qu'ils ont beaucoup de moyens. On a l'impression qu'ils sont en train de s'acheter une certaine légitimité en tant que plateforme d'exchange pour, à un moment ou à un autre, pénétrer le marché européen, notamment français et allemand. Donc ils veulent distribuer du pognon à des projets for good. Ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'un ODT, mais voilà, ils ont trouvé notre... ODT, hein, c'est... Objectif de développement durable, pardon. Donc, on les a... Au début, on était partant pour essayer de faire des choses ensemble, et puis il y a il y a une confusion trop grande entre ce qu'ils font et ce qu'on fait sans... notamment ces rapports, on les publie en Creative Commons. Creative Commons, ça veut dire que n'importe qui peut les récupérer, les utiliser, bien évidemment en nous citant. Donc pendant longtemps, ils ont publié des articles en mettant leur logo et le contenu. Ah oui, ils ont carrément pris votre contenu. Alors il y avait un petit logo Blockchain for Good à côté, mais on ne comprend pas que ce n'est pas eux qui ne rédigeaient pas le contenu. Ils sont un peu approprié votre marque et votre contenu. Un peu, j'ai l'impression. Et vous avez proposé de bosser ensemble quand même au début ou Ouais, l'idée c'était de... Alors on a compris après coup, ce qu'ils avaient un peu en tête, de pouvoir s'appuyer sur... Ils aiment ce qu'on fait, hein, grosso modo. Collecter des données sur des use cases impact, très bien. C'est ce qu'ils cherchent, eux d'ailleurs. Écrire des rapports d'acculturation, alors c'est moins dans leur ADN, mais en tout cas, ça leur parlait. Et puis eux, ils distribuent des grants à des projets impact. En fait, ils ont beaucoup de difficultés à les identifier. Okay. Et donc c'est pour ça qu'ils sont appuyés notamment sur notre activité. Ok.
Et il n'y a pas moyen finalement de faire une sorte d'entraide où ils vous rémunèrent et après vous leur donnez des projets à financer et tu te dis c'est pas win-win pour la société parce qu'in fine, des projets qui méritent cet argent, on va l'avoir. Bon, même si c'est Bybit qui sont sur liste noire, AMF. Notamment. Voilà, déjà ça nous a un peu calmé. Et puis nous, on est vraiment, depuis le début, c'est vraiment dans l'ADN de l'asso, c'est d'être une asso à but non lucratif et d'intérêt général. Ça veut dire qu'on est vraiment neutre et indépendant. On a un collectif de chercheurs à la base. On n'est pas là pour dire tel projet est bien, tel projet n'est pas bien. Donc après, affecter des fonds à l'un ou faire partie d'un board pour dire on va lui donner des fonds à lui, pas à lui, ça correspond pas du tout à l'ADN de l'association. Mais bon, ça aurait pu être ça peut être complètement le leur. Mais simplement, il faudrait qu'il y ait un peu moins de confusion entre notre activité et la leur. Mais c'est vraiment David contre Goliath. Ouais. Oui, parce qu'en gros, tu ne peux pas te permettre, entre guillemets, de commencer des poursuites envers eux, parce que je sais que ils ont des fonds limités en termes de juridique. On réfléchit. Si vous avez des idées, je suis preneur. On va peut-être en parler d'ailleurs sur LinkedIn bientôt, faire un petit tour des idées pour savoir comment on pourrait réagir. Ça peut être tout simplement un communiqué de presse un peu poussé en plusieurs langues. Ça peut être. Voilà, on va réfléchir à la manière, en tout cas, de pouvoir éviter que chaque semaine il y ait des gens qui nous prennent pour eux. Ok, très clair. Jacques-André, merci beaucoup. Petite dernière question pour la fin. Comment toi tu vois l'avenir du caritatif avec la blockchain, la crypto? Ça va être quoi un peu, selon toi, les axes de développement? Est-ce qu'on peut voir émerger justement des projets, entreprises, tu vois, qui veulent maximiser entre guillemets leur impact tout en faisant quand même du chiffre d'affaires? Est-ce qu'avec la blockchain, on peut aussi voir l'émergence de ce type de plus en plus de ce type d'initiative? Je pense que toutes les fondations ou l'intérêt de ces blockchains et cryptoactifs dans le milieu caritatif, philanthropique, on commence maintenant à le voir de plus en plus clairement. Maintenant que ça se concrétise d'un point de vue opérationnel, notamment dans ces grosses ONG, ça on en est encore très loin. Il y a la rationalisation des coûts, il y a la transparence des fonds, la vérification de l'usage et de l'affectation des fonds sur le terrain. Il y a l'optimisation aussi par rapport à ces grandes organisations internationales avec des frais colossaux, ne serait-ce qu'entre eux, d'un point de vue financier, ressources humaines, qui pourraient être complètement rationalisées aussi avec des outils crypto. Sur du bénéficiaire final, on parlait tout à l'heure d'identité décentralisée. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a 2 ans, la Croix-Rouge s'est fait hacker 500 000 données personnelles de réfugiés, enfants séparés de leur famille. On ne sait pas très bien qui a fait ça, on ne sait pas très bien où sont ces données. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on est justement dans le domaine de l'aide humanitaire et qu'on fait des KYC dans tous les sens qu'on ne doit pas faire en sorte de préserver la vie privée et l'anonymat de ces fameux bénéficiaires. Encore une fois, il y a une brique ou un outil autour de ces blockchains qui pourrait être vraiment un game changer pour eux. Ok, très clair. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Gary. Merci.